Bonjour les ambulances. Oui, dites-moi ce qui se passe. Et puis calmez-vous surtout. Dites-moi ce qui se passe. C'est juste là-bas. Alors je te mets sur place. Moi je me mets directement pour partir comme ça. Hein. Ouais, puis aussi protection du site. Alors toi là il y a le camion, il y a le véhicule blanc. C'est toujours comme ça? Voilà, si tu bouges pas circulation, c'est bon. Nickel, j'ai mis sur le site. Hein. Quand j'étais tout petit, mon père il voulait que je fasse médecin. Parce que dans la culture d'où il vient, être médecin ou avocat, c'était quelque chose d'important, d'être reconnu dans la société. Monsieur, je vais vous couper le pantalon, hein. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe dessous. Je vais mettre le champ, moi je vais venir avec. La jambe elle est beaucoup plus tendre qu'avant. On vous a mis le compresse sur la plaie, il y a une fracture ouverte. Je me suis rendu compte que le domaine médical, ça m'intéressait vraiment. C'était un domaine scientifique en même temps, puis il y avait tout ce qui était relationnel. Faut pas bloquer la respiration. Ouais. Il y a des bonnes inspirations lentement. Là, je vous injecte le médicament. Aujourd'hui, dans une ambulance, les gestes sont précis. On amène aux patients certaines compétences qui étaient à l'époque exclusivement réservées au milieu hospitalier. En gros, il n'y a pas longtemps, il suffisait de savoir conduire, et encore. Le véhicule, il avait des à-coups. C'était la pédale des gaz, la jambe qui tremblait en fait. C'était de la folie parce qu'on partait sur des interventions où on croyait être les kings. On avait fait 3 semaines de stage, on avait compris à peu près comment ça se passait. Au bout de 3 mois, on se retrouvait avec une autre personne qui connaissait autant que nous. On avait une connaissance vague de ce qu'était une bonne pression et une mauvaise pression. Et puis ça s'arrête là. Après, il fallait charger, puis il fallait se tirer, quoi. Ce qui est différent, c'est qu'on travaille plus proche de la médicalisation, plus proche du soutien au niveau médicamenteux du patient, alors qu'avant, on travaillait plus à l'espoir d'arriver en vie à l'hôpital et puis de foncer, quoi. C'est plutôt ça. On était plus du côté de Saint-Pierre que du côté de l'hôpital. Et quand Saint-Pierre ne veut pas de vous tout de suite, ou qu'il est trop occupé ailleurs, ça s'appelle du sursis. C'est une histoire de chance ou le destin d'Éric. Il avait une chance comme je sais pas quoi. Alors il manquait quelques centimètres et puis il serait plus là. Alors rien que de savoir ça, alors ça me fait du plaisir. Alors c'était pas son heure et puis ouais. Robert et Éric sont agriculteurs. L'amour de la terre tisse leur amitié au fil des ans. Leurs champs se partagent le même soleil, mais voilà, le danger se niche dans les gestes immuables. On charge des balles de foin sur une remorque, et un jour, la remorque se met en mouvement, sans crier gare.
J'ai eu peur que ça donne un accident sur la route. J'ai bloqué le tracteur, j'ai couru du char. Je voulais freiner. Et puis tout par un coup, j'ai vu que je ne peux pas freiner. Je voulais sauter du char. Il m'a touché de côté. Il m'a versé par terre et puis il est passé dessus. Alors, au premier moment, j'ai vu le tracteur seul. 20 mètres plus bas, il y avait mon voisin par terre. Et puis, il n'y avait plus de char. Et puis, peu après, j'ai vu le char en bas dans le champ, planté avec le timon dans la terre. Et puis, en moitié renversé, les bottes par terre. J'ai eu de la chance qu'il y avait tout de suite quelqu'un qui me voyait. On ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Et en fait, quand on est arrivé sur place, la première difficulté, c'était déjà de comprendre ce qui s'était passé, car ce n'était pas du tout clair. En fait, on voyait une remorque dans un pré de l'autre côté de la route, des gens qui étaient dans l'autre pré, en fait. Et puis, on se dit, mais c'est bizarre, c'est pas du tout clair. Et il a fallu un moment pour qu'on comprenne ce qui s'était passé. Puis après, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. C'est les enfants, la famille, les bêtes qu'on a à la maison et puis tout, c'est clair, ça va, ça passe tout dans la tête. Et là, les professionnels qui arrivent, qui savent ce qu'il y a à faire, on est là, on ne sait pas, on a appris une fois comment il faut faire, les premières choses, mais au moment qu'il y a les professionnels, ça soulage, c'est logique. Ce qu'on fait d'habitude, j'ai d'abord laissé les ambulanciers assurer la sécurité du site. Et puis, ils ont pris en charge le patient. Ils ont commencé à faire une première évaluation du patient. Donc, c'est les ambulanciers qui font ça. Salut. Bonjour, monsieur, le 50-50 se fait rouler dessus. On voit du thorax avec une remorque. Ils ont coupé le t-shirt et puis là, j'ai réalisé ce qui s'était passé. Parce que j'ai vu sur le dos les traces du pneu. Les jambes ensemble, hein, afin de vous retourner sur la planche après. Ils ont pris en charge également tout ce qui relève de l'immobilisation du patient, étant donné que c'est de leur ressort et c'est eux les spécialistes de ce genre de choses. C'est moi, monsieur, on s'occupe de tout. 1, 2, 3. Docteur, Vince, tu peux, à mon avis, il a un pneumo là. J'ai contrôleur là. Pour moi, il a un pneumo à droite là. Sur des missions de ce type où on a effectivement un risque vital pour le patient, en l'occurrence sur ce monsieur, c'était toutes les pathologies liées à des problèmes respiratoires et hémodynamiques. Là, nous avons besoin en fait du médecin SMUR pour pallier aux voies respiratoires, en l'occurrence une intubation avec induction, si tel est le cas pour cette intervention. Ah, ouvrez les yeux, monsieur. Je me mets ça. Voilà. C'est juste, hein? Ouais. Les ambulanciers ont l'habitude de travailler habituellement sans médecin, en tout cas dans notre canton. Et ça se passe généralement très bien, ils sont capables d'assumer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand ils font appel aux médecins, c'est qu'ils ont atteint leurs limites. Drainage pneumo. Sinon, deuxième voie, on pose dans l'ambulance. Nous avons la chance d'avoir des médecins jeunes, dynamiques, qui sont compétents, donc qui ont une formation en anesthésiologie. Et nous avons globalement une très bonne collaboration avec une attitude égale. Donc on parle le même langage, chacun sait qu'est-ce qu'il a à faire et en principe on n'a jamais de soucis à ce niveau-là. Oui, pour moi, ils ont bien travaillé, lentement, pas nerveux, rien du tout. C'était impeccable pour moi. Ma première formation a été menuisier, un métier qui me plaisait beaucoup, mais qui ne m'épanouissait pas à 100%. Il me manquait cet aspect social, relation humaine avec les gens, contact avec les gens. Et c'était une facette que j'avais envie de développer.
Le bassin de population du service d'ambulance de la Sarine compte presque 100 000 personnes. Et quand on vit, quand on a ses loisirs et qu'on travaille dans la même région, il y a des chances que, un jour, les ambulanciers soient appelés au chevet d'une connaissance. En manœuvrant sur le chemin, je me suis aperçu tout à coup que j'étais trop sur le côté du talus. Et puis quand j'ai voulu redresser, c'était déjà trop tard. Et puis la machine sur laquelle j'étais a commencé à basculer. Donc je me suis levé sur le siège pour essayer de sauter vers la droite. Puis à ce moment-là, c'était déjà trop tard. J'ai été emporté vers l'arrière. Et puis la machine m'a roulé dessus en fait. C'est un accident de forêt avec une personne qui s'est fait rouler dessus par un tracteur. Donc voilà, ça c'était le message d'appel. C'était déjà un petit village. On s'est dit, mince, on ne va jamais le trouver, c'était vraiment perdu en forêt. Puis on a de la chance, on a tout de suite trouvé, on est tombé dessus direct. Je sais pas, je pense que c'était 5-10 minutes, mais ça paraît tellement long en même temps. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait tout à coup un temps qui s'allongeait énormément. Une des personnes derrière moi justement qui a dit « ça y est, ils arrivent », je me suis quand même senti soulagé parce que j'avoue que les 3 personnes qui étaient là, elles n'étaient pas du tout formées pour gérer la situation. Et puis c'est vrai que le fait de savoir qu'enfin il y aurait des gens qui allaient vraiment s'occuper de moi, qui allaient me parler aussi, ça m'a quand même ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré. Ouais. Quand on est arrivé, en fait, c'était une personne qui était couchée au milieu d'un champ, a priori que je ne connaissais pas, mais qui lui a tout de suite crié mon prénom. J'ai reconnu la voix de David, parce que j'ai fait une colonie l'été passé avec lui, puis j'ai entendu sa voix, parce que c'était lui qui était le chef d'intervention, je crois, si j'ai bien compris les choses. Et puis c'est vrai que c'était assez particulier, parce qu'il est arrivé au-dessus de moi, et puis je lui ai dit « Salut David !» Et puis là, en fait, lui, il était très dans le geste professionnel. Puis c'est vrai qu'il ne m'a pas immédiatement reconnu, en fait. Ça ne m'est pas venu à l'idée de me rendre compte que c'était en fait quelqu'un que je connaissais. Parce que j'étais vraiment occupé à le prendre en charge physiquement. Là. C'était vraiment du domaine physique qui me préoccupait le plus. Il m'expliquait aussi ce qu'il faisait. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment bien. Puis moi, je me disais, vu les lésions qu'il avait, vu ce que j'ai pu constater, que c'était vraiment grave. À un moment donné, je lui ai dit « Laisse-moi pas crever, David. » S'il te plaît, David, me laisse pas mourir. Je suis jeune, je t'en prie, me laisse pas mourir. Puis moi, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ils ont contacté la Réga. Puis ensuite, la Réga est venue. Donc l'hélicoptère est arrivé, puis là, ils m'ont transféré. Quand on l'a soulevé, puis on l'a poussé pour l'amener dans l'habitat de l'hélicoptère, là, j'ai regardé son visage. Je me suis remémoré son nom et prénom. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Mais en même temps, ça n'avait pas de sens qu'il soit là. On était dans un village en Saint-Gine, Suisse allemande. Et lui, il habite à Romont, il est prof d'école primaire. Et il se retrouve là, près d'une forêt, avec un véhicule de chantier, couché au milieu d'un champ à Yetchisville. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui joue pas. Mais c'était lui, c'était vraiment lui. C'était assez particulier de rediscuter aussi avec lui de l'événement en après-coup. Le fait est de se rendre compte qu'on ne vit pas les mêmes choses, mais qu'on les vit au même moment, mais de 2 façons différentes, c'est quelque chose d'important. Pour nous, pour notre approche aussi, et pour améliorer ensuite les conditions d'intervention pour les prochains, ma foi. Mais c'est quelque chose d'utile et d'important. Dans le district de la Sarine, 1 personne sur 4 est étrangère, un brassage de population enrichissant et vivant. Mais quand il faut se rencontrer, se parler, se comprendre dans des instants de fragilité, tout est bon pour permettre la communication. Alors, la première fois, c'était mon père, donc il est rentré, il était en ville. Moi, j'étais dans ma chambre. Et d'un coup, il est parti se coucher. Et il a commencé à crier qu'il ne se sentait pas bien. Donc j'ai vu sur mon père que c'était très grave parce qu'il transpirait beaucoup, il était très pâle. Et c'est aussi, il avait vécu une situation similaire en 1994. Donc c'était son premier infarctus, c'était un peu le même type de symptômes, mais là c'était beaucoup plus grave. Donc j'avais qu'un seul réflexe, c'était d'appeler l'ambulance. D'accord. C'est une maison ou un bloc? Un immeuble. Vous êtes à quel étage? Premier étage.
D'accord. Alors vous laissez bien votre porte ouverte. Je vous envoie tout de suite l'ambulance. Hein. D'accord, je vous en prie. Au revoir monsieur, merci. On me dit on arrive très vite, mais c'est un moment très long, c'est un moment d'angoisse, d'attente. On se dit, est-ce qu'ils vont vraiment arriver à temps? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, en fait, j'étais dehors en train d'attendre pour leur indiquer le chemin. Et puis, en même temps, j'essayais de penser à l'état de mon père, comment il évoluait, tout ça. Est-ce qu'il va survivre? Une fois qu'ils sont là, on se dit ouf, voilà, maintenant, c'est à eux. Écoute, s'il n'y a pas de râle très clair, mais on entend que c'est un petit peu diminué en bas. La douleur, monsieur, vous pouvez montrer avec ta main où elle se trouve. Elle se trouve à quel endroit? Ici. Elle part vers la mâchoire ou les bras? Ici. Ici, d'accord. Ici, l'est. Oui, très bien. Je te laisse continuer le monitoring. Après, on passera aussi à la voix pour 12 de Stéphane. Donc l'équipe des ambulanciers est intervenue au cours de toute l'année, c'était 10 fois. Et il y a eu cette relation de confiance qui s'est installée. Donc il faisait confiance, il y a une intervention rapide. Tout se faisait dans le calme. Vous êtes connu pour les problèmes cardiaques. Est-ce que ça ressemble à ce que vous avez déjà vécu comme problème cardiaque? Ou ça ressemble pas? Ça ressemble. Donc j'étais toujours présent pour traduire au cas où mon père ne comprenait pas. Et puis les médicaments, c'est ce que vous avez ici. Je vais juste jeter un coup d'œil. La communication est cruciale entre les équipes travaillant sur le terrain et les services d'urgence des hôpitaux. Et pour que chacun soit entendu et compris, il faut parler le même langage. Il est un peu dyspnéique, il n'y a pas vraiment de râle, mais pour l'instant on a traité avec l'aspégique, la morphine, le Lasix, la TNT, pardon, et puis probablement le Lasix pendant le transport. Salut. Quand on reçoit le patient aux urgences, les premiers soins lui ont déjà été administrés. Donc c'est vrai que la situation n'est plus tout à fait la même. Et puis nous, on n'a pas accès à ces informations du tout début de la prise en charge. Donc ces informations-là, elles sont très précieuses. Elles contribuent au diagnostic et puis finalement orienter la suite de la prise en charge. C'est une demi-heure avant notre arrivée, des DRS assez typiques à 6/10 au repos, avec irradiation vers le cou. C'est vrai qu'il y a plein de travail qui est fait justement en amont, en pré-hospitalier, alors qu'il y a extrêmement peu d'infrastructures. Donc c'est non seulement au niveau thérapeutique, mais aussi au niveau diagnostic. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites avant l'arrivée à l'hôpital. En fait. Il a reçu comme traitement aspirine 500 mg, morphine 5,5 mg, et puis TNT 3 fois 1,25 mg. Ce qui m'a marqué, c'est que la collaboration, elle était extrêmement fructueuse et puis elle était agréable, elle était efficace. Souvent, dans les services ambulanciers, on est face à des gens qui ont beaucoup d'expérience, puis justement, on apprend beaucoup au contact de ces personnes-là. Puis ça se fait dans la collégialité. Moi, j'ai vraiment des souvenirs agréables de la collaboration tout au fil des situations, en fait. Pour nous, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est qu'on a vraiment une transmission des informations complètes. Parce que ce qui est perdu lors de ces transmissions, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais récupérer ou rattraper après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est probablement le plus important, qu'il y a vraiment cette transmission des données. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une excellente collaboration, parce que je pense que autrement ça marche. Autre collaboration incontournable, celle avec les services de police. Chacun apprend à connaître l'autre au gré des circonstances les plus diverses. Ça va de l'accident de la circulation routière à éventuellement un incendie. La toxicomanie, tout ce qui est au délire psychiatrique et autres. Des personnes en difficulté,
également pour des transports dans divers hôpitaux. Et puis tout ce qui est agression aussi, donc c'est quand même une partie de notre travail où on a une relation assez régulière avec eux. Et parfois c'est musclé et haut en couleur. Une soirée trop arrosée où les gens sont prêts à se battre assez facilement. Nous, on ne peut pas gérer un patient en même temps qu'on doit gérer toute une foule derrière qui est prête à sauter sur quelqu'un. Donc on a besoin d'eux assez régulièrement. La collaboration qu'on a avec la police ici est venue un petit peu de l'idée de se rejoindre avec eux, mais à un autre moment qu'au travail. Parce qu'on organise 2-3 pique-niques, 2-3 fois et ça a bien marché. Et puis c'est là qu'on a commencé à connaître vraiment les gens d'une autre manière et fait que voilà, quand on se retrouve après sur une intervention, on a un meilleur feeling aussi avec eux. C'est des gens qu'on côtoie régulièrement, on se connaît, on s'appelle par nos petits noms et puis ça marche. On est bien content de les avoir et puis à ce moment-là, on se comprend assez facilement sur la prise en charge du patient et on respecte tout à fait nos domaines l'un et l'autre. Si on a besoin de quelqu'un, ils sont là pour donner un coup de main, ils lâcheront tout ce qu'ils ont à faire pour donner un coup de main d'abord. Eux-mêmes le disent, la priorité c'est le patient. On voit toujours la police dans les mauvais côtés, au bord des routes, etc. Donc là, nous, on les voit du bon côté, où toujours ils sont à l'appel, à l'aide et à l'écoute de ce qu'on leur demande. Il arrive qu'on se croise sur une autre intervention ou bien qu'on boit un petit café et puis on parle, tu te souviens, l'intervention, il y a ça qui a été un peu moins bien, qu'on peut améliorer. Il y a un dialogue franc, direct qui est installé. C'est quand le couteau est toujours dans la plaie, il y a la famille sur place, apparemment il n'est pas agressif avec les autres personnes. Quand tu as vu les policiers, tu as réagi comment? C'est un soulagement parce qu'on sait que ils ont déjà été voir ce qui se passait. Ils ont pu nous donner quelques informations, donc où ça se trouvait, la pièce exacte, et puis on sait aussi qu'ils sont là pour nous donner un coup de main. Non, vous n'allez pas vous lever là. On va déjà vous donner de l'oxygène. Et puis ensuite, on ne va pas bouger le couteau. Le patient était par terre, mais on s'est vite rendu compte que la salle de bain était très petite. Il y avait la place pour une personne, pas deux. Il voulait juste marcher pour aller jusqu'à l'ambulance, donc là, il fallait juste lui expliquer que c'était pas possible, puis qu'on allait l'évacuer couché dans la position où il était pour éviter de bouger le couteau, en fait. C'est pas très agréable, monsieur, mais on est obligé de fixer le couteau pour pas qu'il bouge, hein. Puis on a déplacé les meubles pour faire de la place. Et puis on a eu un grand coup de main de la police, ce qui a beaucoup aidé pour le relevage en fait. Là, il faudra vraiment lever haut. Hein. Comment? Ouais. Ok. Tiens. Ça chaud? C'était une collaboration en fait. Tout le monde a bien bossé sur cette intervention. Donc la police et les ambulanciers. C'est un métier qui est varié et puis qu'on a beaucoup de contacts avec des gens bien différents. Chaque matin, je me lève en ne sachant pas ce que je vais trouver. Mais c'est surtout le contact avec les gens dans ces moments-là. C'est un contact qui est intense, donc il est court, mais ça apporte beaucoup. Chaque intervention est unique, chaque décision l'est aussi, et c'est la chaîne de ces décisions et la contribution de chaque intervenant qui fait le succès de la mission. Alors, on est la centrale téléphonique du canton pour les urgences sanitaires, les gens qui sont en difficulté, maladie, accident. On essaye d'obtenir le maximum des données qu'on peut. Et puis des fois, on doit quand même être content déjà si on a une adresse précise et puis on envoie les secours. Les 55 et 54, on écoute. Alors, ils m'ont dit il faut entrer à Fribourg Sud et aller en direction Fribourg-Nord et c'est à l'auteur de la sortie de Fribourg-Nord. Bien compris, entre Fribourg-Sud et Fribourg-Nord, hauteur de Fribourg-Nord. Réponds. C'est exact. Alors, il y a 2 blessés graves, un incarcéré, il y a aussi les pompiers qui sont en route. Bien compris. On peut imaginer avec une situation comme ça que le choc a été très violent et puis que ça sera peut-être des patients qui vont devoir bénéficier d'un plateau technique plus important
que ce qu'on a ici à Fribourg. Et par l'hélicoptère, on va pouvoir acheminer ces patients très rapidement vers un centre universitaire. En fait. Mais à 55 de 54 répond. 55, j'écoute. Est-ce qu'on anticipe sur Rega ou on va déjà sur site? Oui, on anticipe sur Rega et Cédric Téléphone répond. Bien compris, Cédric Téléphone. Oui, j'ai entendu. Ok, je t'envoie tout de suite l'hélicoptère. Ok. Ouais, c'est bon. Salut. Ja, salut Romy, das ist Paula, 144 Fribourg. Du, ich brauche sofort einen Heli auf der Autobahn, auf der Höhe von Grangspaco. Alors souvent quand on appelle le médecin de l'hélico, c'est que c'est grave. C'est qu'on a besoin de ses compétences ou qu'on a besoin du moyen de transport rapide vers un centre universitaire. 55 et 54 sur site, répondez. Alors là, ils ont fermé, on peut se mettre en protection, il n'y a pas de souci. Ouais. On va laisser l'accès pour les pompiers, il faut juste qu'on réfléchisse à ça. Ouais. Oui, alors il y a des situations graves où effectivement on attend l'ambulance et quand on entend la sirène, on est content parce qu'on sait qu'ils arrivent, effectivement. Et le temps paraît toujours plus long quand on est dans une situation comme ça, alors qu'en réalité c'est très rapide. Bon, alors s'il vous plaît, les ambulanciers commencent à bosser. Super, merci beaucoup. Hein. Fantastique, bon boulot. Du moment que c'est là, on se retire un tout petit peu. Hein. Mais après, c'est quand même l'ambulancier qui est le professionnel de la santé. Alors oui, on est content de passer le témoin, effectivement. Sur ce type d'intervention, c'est vraiment une collaboration avec tous les différents intervenants et chacun a finalement son rôle. Et ce qui fait que c'est une chaîne et puis tout se passe bien pour le patient. Il faut déjà harceler le conducteur là. Rega va venir. On va reculer l'ambulance un petit peu et puis on va reculer directement avec le grand camion sur là-dedans. Quand on est arrivé, en arrivant là-bas, on a dit Dieu sait ce que c'est parce qu'il y a déjà 2 ou 3 ambulances. Quand on s'approche, on se rend compte déjà en voyant, disons, la position des véhicules comme ça, on se rend compte déjà un petit peu ce qu'on devra travailler. Le chef d'intervention pompier va nous demander si c'est OK pour commencer la désincarcération. Et tout au long de l'intervention, il y a vraiment une discussion. Déjà la porte, loin, on travaille à la demande des ambulanciers, comment est-ce qu'ils veulent, comment est-ce qu'ils souhaitent, on enlève le toit, on n'enlève pas le toit, on travaille vraiment à leur demande. Donc il y a une étroite collaboration qui est présente, bien présente. C'est eux qui nous disent comment est-ce qu'on doit couper, s'ils préfèrent de ce côté parce qu'il faut d'abord sortir ce blessé, après, etc., sortir l'autre. Pas là pour un petit peu plus. Il y a des endroits où on arrive tout seul, où il n'y a personne sur place encore, typiquement des milieux un peu isolés, des routes de campagne où on arrive en premier. Et puis il y a des endroits où les ambulanciers sont déjà là, ont déjà, pour ainsi dire, fait presque toute la prise en charge. Et quelque part, c'est toujours bien qu'ils soient là. Enfin, c'est toujours heureusement qu'ils sont là, parce qu'on ne travaille pas sans eux. Alors, il faut enlever l'extraction rapide. Ouais, on arrive à dégager un bout parce que Alors nous, un des rôles, c'est évidemment d'éviter le suraccident, donc sécuriser les lieux, très important. Et puis par la suite, on va évidemment se mettre à disposition des ambulanciers dans le même but commun d'apporter de l'aide à son prochain et puis au mieux. Sur un accident de la route ou un accident du travail, on travaille main dans la main avec les ambulanciers et on a une équipe à 4 voire 5 et pas de plus 2. Alors je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on
On n'apprend pas à l'université la médecine d'urgence. La médecine extra-hospitalière, c'est quelque chose qu'on apprend par après. Et puis c'est quelque chose qu'il faut pratiquer pour acquérir de l'expérience. Et je crois les gestes, si on veut parler de gestes techniques que les ambulanciers maîtrisent mieux que les médecins, c'est tout ce qui a trait à l'immobilisation et au relevage, clairement. J'ai vécu des situations dans les hôpitaux où j'avais affaire apparemment à des médecins qui n'avaient jamais été en dehors d'un hôpital faire de la médecine, et on se rend compte qu'ils n'ont pas idée des conditions et des moyens qu'on a à disposition à l'extérieur. On n'a pas la température de l'hôpital, la lumière de l'hôpital, les chefs de clinique de l'hôpital. On est seul pour prendre des décisions dans un milieu hostile. Forcément, ce qui m'intéressait au départ, c'était le véhicule, un petit peu l'urgence, le stress, l'adrénaline. Je crois que c'est ça qui m'a attiré un petit peu dans ce milieu. Et puis l'inconnu comme ça, qui était vraiment intriguant. Et puis après, il y a l'entente qu'on peut avoir entre collaborateurs, entre collègues. On est vraiment plus des amis que des collègues. Et on va discuter de plein de choses, de la vie privée. Donc c'est vraiment une ambiance de travail qui est particulière. Je pense qu'on ne trouve pas cette ambiance-là dans tous les lieux de travail. L'ambiance de travail, les gestes appris, les protocoles appliqués, c'est bien. C'est la base solide aux interventions quotidiennes. Mais il y a des circonstances où l'essentiel est ailleurs, quand on a pour patient un jour un enfant. Alors, le plus dur, c'est d'être arrivé sur le lieu de l'accident sans que je sois au courant. Comment vous avez réalisé ce qui se passait? J'ai réalisé ça parce que j'ai vu mon beau-père qui était là avec sa voiture, qui m'a fait des signes quand j'arrivais en moto. Et je savais ce que ma fille avait mis comme pull le matin. Et je l'ai vu par terre. J'ai vu la couleur du pull, donc je ne me suis pas tant posé de questions. J'ai tout de suite deviné ce qu'il y avait eu, quoi. J'ai dû respirer, mais fort, fort, fort sur mon casque pour pas jeter la moto et puis courir. Alors, j'étais vraiment pas bien. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Pourquoi elle? Pourquoi elle? C'est égoïste, mais je pense que tout le monde se pose cette question, quoi. J'ai pris les mains à Camille, parce que Camille me regardait et puis il me disait « Ah, mais j'ai mal, ah, mais j'ai mal ». Je la voyais, elle avait la goutte de sang qui coulait du nez, une de la bouche. J'ai dit « Oi, 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 oi ». Je lui ai dit « Reste tranquille » parce qu'elle voulait se lever. Et puis là, je crois que mon beau-père m'a dit qu'elle reste comme ça. On a téléphoné à l'ambulance, elle va arriver. Mesa 244, répondez. Mesa, j'écoute. Vous avez une P1, accident de circulation Marly. Compris, P1, accident de circulation Marly. Juste terminé. Depuis le moment où je suis arrivé avec ma moto, pouf. Après, je ne sais pas à quelle heure, quand, qui, comment. Comment s'appelle cette demoiselle? Comment ça? Camille. Camille, j'ai juste de mettre un petit masque sur le nez, c'est de l'oxygène. Ça va t'aider. Hein. Respire fort. On va plus vite tutoyer un enfant parce que nous aussi, on se sent plus impliqués. Et puis, l'enfant, il a besoin aussi de sentir une présence d'être proche. Tu sais quel jour on est? Hein? Tu sais plus. Et puis, si vous deviez qualifier leur manière de travailler, ce serait quoi? Oh, très douce. Très douce parce que moi j'étais à côté, je ne savais pas trop quoi faire. Mais par contre, ils m'ont pas mis de côté, ils m'ont pas dit mettez-vous un petit peu là en arrière, qu'on fasse notre job ou je sais pas quoi. Ce qui est important, c'est tout comme l'enfant, c'est pas de les mettre de côté, c'est de les impliquer aussi dans l'intervention. Et puis il y a une façon de rejoindre les parents, je pense, qui est importante aussi, pour pas les déposer de leur enfant. Ils ont envie de faire quelque chose, mais nous, on doit aussi les diriger pour qu'ils fassent quelque chose d'utile pour nous et d'utile pour l'enfant. Ils m'ont demandé de lui tenir la tête, ils m'ont demandé de la déplacer. J'avais pas le temps de me poser trop de questions, quoi. J'écoutais ce qu'ils me disaient, c'est tout, quoi. Ça vous a aidé? Ouais. À pas me poser de mauvaises questions, ouais, sûrement, ouais. J'avais pas le temps. Ça joue pour vous, on tire. Hop, merci. Après, reste mon pied. Plus ils se sentiront utiles, plus ils auront cette impression
de ne pas avoir rien fait. Tu es déjà allé à l'hôpital? Non. Tu verras, ils sont très très gentils. Je peux monter? Alors on va grimper d'un étage, Camille, faut pas avoir peur. Hein? T'as un frein là-haut? Il y a encore l'aspire. Oui, vu. Peut-être qu'ils doivent être beaucoup plus psychologues maintenant qu'avant. Ils doivent parler déjà aux gens qu'il y a sur place, aux membres de la famille qui est, en l'occurrence moi qui étais sur place, les rassurer, leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, où on va, pourquoi. Camille, regarde, c'est des petits scotch qu'on colle sur la peau comme ça, c'est juste pour voir comment ton cœur il va. Tu m'avais dit que tu avais quand même un peu mal là, je vais quand même regarder ton cœur comment il va. Hein? D'accord? Ça fait pas mal, je te promets. Scotch qui est posé dessus. C'est juste des petits autocollants. Voilà. Tu collectionnes toi des fois les petits autocollants qu'il y a dans les chewing-gums? Ouais, hein. C'est un peu la même chose, un peu moins joli, mais c'est un peu la même chose. On va prendre le pouce. Voilà. Et on va regarder. Maintenant, ça c'est pour garder l'oxygène qu'il y a dans ton sang. Peut-être tu comprends pas tout ce qui se passe, mais ça fait pas mal, t'inquiète pas. Ces enfants, ils ont peur, c'est de la piqûre, hein. Ils ont peur qu'on leur fasse mal parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc prendre le temps de leur expliquer toujours pour avoir une suite d'interventions qui se déroule bien, qu'on ait le temps de faire les choses et qu'on perde le moins de temps possible. Prendre le temps pour ne pas en perdre. T'as toujours envie de vomir? Maman, fais-moi. Rejoindre comme ça un enfant dans le malheur ou dans la détresse, c'est touchant, c'est très touchant. Ils ont une sensibilité à fleur de peau, ces enfants, et puis ils vont percevoir tout de suite s'ils sont à l'aise ou pas. Ça triche pas? Ah, ça triche jamais. Non, je crois qu'un enfant, non. Non, triche pas un enfant. Et nous non plus avec eux. J'ai toujours été convaincu que pour être à l'aise dans la vie, vu qu'on y passe beaucoup de temps au travail, il faut choisir un travail qui nous plaît. Et en tant qu'à faire un travail qui nous passionne, ben, je pense qu'on sera meilleur si on est passionné par son travail que si on fait un travail uniquement pour gagner sa vie et puis attendre que le soir arrive pour rentrer chez soi. Donc il y a cet aspect de faire quelque chose de sa journée et puis pour moi, ben, ça passe par le service aux autres. Le service aux autres comme credo ou simplement entrer en contact avec la partie la plus humaine de chacun des patients, quel qu'il soit, avec sincérité et honnêteté. C'est le pari quotidien sans filet de ces hommes et de ces femmes qui veillent sur nous tous. Ce que j'ai pu remarquer, ce qu'ils font également très très bien, c'est tout l'aspect relationnel avec les familles. Et ça, à l'hôpital, parfois, c'est très personne dépendant. Et les gens ne sont pas formés pour annoncer des mauvaises nouvelles ou soutenir les familles. Là, les ambulanciers, en étant confrontés quasi quotidiennement à ce genre de problème, ont, par la force des choses, une formation, même si c'est sur le tas, et ils deviennent vraiment des spécialistes de la relation humaine avec les patients. Vous avez droit, madame, hein? C'est des moments difficiles. Si vous avez envie de pleurer, on est là pour vous. C'est une situation difficile. Mais c'est triste. Je crois que c'est la misère des gens. Je crois que c'est ça. Mourir seul. En tout cas, vous avez fait, pour ce que nous racontez, vous avez fait tout juste. Pour ce qu'il y a du moment maintenant, d'accord? Donc ça, il faut que vous soyez aussi tranquillisés par rapport à ça. D'accord? On a la personne qui est décédée devant nous, la famille, on regarde tout autour de nous, les images, les photos de famille, toutes ces choses-là, la personne qui reste, en fait, elle nous raconte ces 30, ces 40, ces 50 années qu'elle a passées avec son compagnon, son conjoint. C'est touchant tout ce qu'il nous raconte. Ouais. Là, on prend connaissance vraiment de la mort, ce que c'est. Ouais. La première personne qui était décédée où j'avais dû intervenir, ça m'a quand même trotté dans la tête. Je me disais, ouais, ça pourrait être mon père, ça pourrait être... J'ai eu de la peine à dormir. Je crois qu'à 3-4 heures du matin, je me suis relevé. Je me rappelle, vous pouvez demander à ma femme. J'ai fait de la peinture, j'avais de la peinture à faire à la maison. Je ne pouvais pas dormir, quoi. Ça me trottait dans la tête, quoi. Je ne pense pas qu'on peut se blinder.
Souvent on dit que s'il y a un accident, ça serait, avec des enfants, c'est encore plus... ça marque plus. C'était très dur. Enfin, durant l'intervention, j'ai dû aller dans l'ambulance parce que j'ai craqué, j'ai pleuré. Donc, c'était le contexte en fait qui était très dur. Quand il y a la famille sur place, ça donne une autre ambiance de l'intervention. Puis c'est un enfant, donc c'est pas entre guillemets quelque chose de naturel, quoi. Et donc on comprend pas tout de suite, en fait, on est 3 dans le véhicule, on a un médecin SMUR qui est avec nous. Et à ce moment-là, on regarde, on remarque que c'est un enfant qui est dessous. Et puis il y a un peu tout qui bascule pour moi là, à ce moment-là, parce que je dis c'est la première fois qu'on tombe sur un cas comme ça. Où... C'est pas dans le cours logique de la vie de mourir jeune. Et le fait est qu'on puisse avoir l'idée qu'un enfant puisse mourir, on préfère même peut-être pas y penser parce que c'est pas concevable. C'est très difficile quoi, de garder ça pour soi et puis d'en parler. Ouais. Maintenant, la chance que nous avons dans notre entreprise, c'est que nous avons des collègues qui sont à l'écoute et si on a besoin de parler, ce qui est le cas finalement après une mission difficile, eh bien, ils sont là pour nous écouter, on peut même pleurer. Pour moi, ce genre de discussion permet vraiment d'évacuer un petit peu toutes ces images, toutes ces émotions. On a une complicité, moi je dirais que je fais confiance à mes collègues, mes collègues c'est mes amis, quoi. C'est une famille en fait, on est tous ensemble et puis c'est difficile à comprendre en fait quand on n'est pas dans un milieu comme ça, mais c'est vrai qu'on peut se tenir l'un à l'autre. Si on a un problème, on téléphone, ils sont tous là pour aller manger une pizza et puis se changer les idées, c'est génial. Franchement c'est génial. C'est important. C'est très important. On ne fait pas un métier comme ça si on ne peut pas faire confiance aux collègues. Ouais. L'appréhension qu'il y avait au début, c'était de pouvoir amener une caméra sur un site d'intervention où l'intervention peut être aussi très délicate. Et puis ça, pour moi, c'était un étonnement, que les gens acceptent d'être filmés dans un moment où ils sont un peu plus fragiles, vulnérables. Et puis, pour moi, c'était un témoignage de confiance. Parce que je me présentais comme ambulancier, puis que je faisais un film sur la profession, et c'était très très vite accueilli. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning air, may it be the shadows call, will fly away. May it be